Maintenant, si une des conditions n'est pas remplie, la charge n'est pas déductible. Une seule condition, si elle n'est pas remplie, la charge n'est pas déductible. Si par exemple, dans ce cas-là, le taux servi était de 5% sur un montant de 8 millions et que la société n'avait pas entièrement libéré le capital, les deux conditions seraient remplies, mais le fait que le capital ne soit pas libéré, la totalité de la charge devrait être réintégrée. Je l'avais prévu comme piège dans l'examen, là, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je ne vais pas y revenir. Je n'ai rien dit. Hein? Les amortissements, oui. Et si le bailleur n'est pas un associé? Oui, si c'est une banque, un tiers, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Du moment que la charge rémunère rentre bien dans l'exploitation normale, c'est-à-dire vous regardez les autres conditions générales, il n'y a pas de souci, elle est déductible. Ça ne vise que les associés, c'est un cas particulier des associés de l'entreprise. Mais par exemple, si une autre personne te prête de l'argent, le taux d'intérêt est supérieur au taux fixé par les banques, par exemple. Oui, là c'est une autre disposition que l'administration fiscale peut appliquer, et on l'a vu dans les conditions générales. C'est laquelle? C'est l'acte anormal de gestion. Le dirigeant, quand même, il est censé gérer l'entreprise comme un bon père de famille. On ne comprendrait pas pourquoi il aille se rémunérer au taux usuraire. Donc il est en train de porter préjudice à l'entreprise. Il fait un acte anormal. Là, l'administration peut bien refuser la déductibilité de cet intérêt-là. Tout au moins la partie qui dépasse le taux usuraire de la BCEAO. Là, c'est une autre appréciation qui est convoquée, et non celle-là. Donc, il y a les conditions générales qui sont laissées à l'appréciation de l'inspecteur et il y a les conditions particulières. Ici, c'est une condition particulière qui ne vise que les associés. Okay? Donc, dans votre cas, c'est une autre condition qui est utilisée ici, qui est convoquée. C'est le fait que le dirigeant expose l'entreprise dans une situation d'acte anormal de gestion. Et là, c'est laissé à l'appréciation de l'inspecteur. Vous pouvez contester hein, si vous le souhaitez, dans ces cas-là. Parce que ce n'est pas expressément écrit que si vous empruntez à un taux supérieur au taux d'usure de la BCEAO, la charge n'est pas déductible. Ça, vous ne le verrez pas dans le Code général des impôts. Mais il y a une condition générale quand même qui encadre les charges. L'administration peut se baser sur cette condition générale-là, notamment en convoquant l'acte anormal de gestion et refuser la déductibilité de la charge. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, vous attaquez l'administration fiscale et puis vous entrez en contentieux et vous demandez un arbitrage, soit de la hiérarchie ou bien du juge. Ça également, on le verra. C'est prévu dans le cours. Les conditions de recours. Okay. En ligne, s'il y a une question. Allô? Oui. Chassar est revenu. Il vous remercie pour la réponse. Maintenant, il veut savoir si on se réfère. Il dit, je voudrais savoir sur quelle base on se réfère pour juger la faute grave ou pas. Si le salarié nous amène en justice, comment cette situation doit être gérée? Bon, lui, il est en train de poser des questions sur le cours sur la pratique du contrat là, qu'on a vu la semaine dernière. Bon, j'ai bien peur qu'il nous porte préjudice un peu là. Ce qu'on peut faire, on peut garder ces questions. À la fin du cours, si on a un peu de temps, on peut y revenir, quoi. Okay. Là, vraiment, on prend les questions qui concernent la fiscalité. Bon, peut-être qu'il n'était pas là quand on faisait le cours sur le contrat. C'était la seule question. Merci. Voilà.
Ok, merci. Donc, on poursuit sur les conditions particulières de déductibilité de certaines charges. Les amortissements. Donc, l'amortissement, on l'a vu dans le cours précédent, c'est une notion comptable, donc qui consiste à comptabiliser la dépréciation subie par un bien. Okay? Donc, c'est une charge que vous constatez dans la comptabilité. Alors, tous les biens ne sont pas amortissables. Donc, pour que la charge d'amortissement soit déductible, il faut que l'amortissement concerne un bien amortissable. Okay? Et pour que le bien puisse être amortissable, il doit constituer une immobilisation. Donc, on n'amortit pas une charge, on amortit une immobilisation. Ça doit être un bien qui se déprécie avec le temps, deuxième condition, et figurer à l'actif du bilan. Donc voilà les trois conditions qu'un bien doit réunir pour être amortissable. Immobilisation, un bien qui se déprécie et qui figure à l'actif du bilan. Est-ce que le terrain est amortissable? Non. Pourquoi? Le terrain, c'est un bien immobilisé, non? Il figure à l'actif du bilan. Mais, troisième condition, est-ce qu'elle est réunie? Le bien, le terrain, n'est pas censé se déprécier dans le... Il y a des cas exceptionnels où il peut se déprécier, hein? Mais de façon générale, le terrain est censé prendre de la valeur dans le temps. Maintenant, il y a une exception. Lesquelles? Les terrains qui constituent des... Les terrains bâtis. Alors, si un terrain est bâti, normalement, il disparaît. Okay, dans la rubrique terrain, il devient dans la construction. La construction également Est-ce que la construction se déprécie? La construction. Les bâtiments. Les bâtiments se déprécient, hein, du fait de l'usure. Okay? Ils sont à l'actif du bilan. C'est des biens amortissables et ils subissent une dépression. Mais pour le cas des terrains, c'est plutôt les terrains qui constituent des mines et des carrières qui sont à l'actif du bilan, qui sont des biens immobilisés, mais qui se déprécient ou pas? Les carrières et mines. Ils se déprécient. Hein? Plus on puise, le terrain perd sa valeur. L'or que vous prenez là, il ne revient pas, lui. Donc, plus vous puisez de l'or de votre terrain là, le terrain se déprécie. Il perd de la valeur. Donc, ces terrains-là, exceptionnellement, sont amortis. Les œuvres d'art sont amortissables ou pas? Une œuvre d'art. Ça, c'est un cas que je n'oublie pas parce que j'ai une fois fait l'objet d'un redressement là-dessus. C'est pour ça que c'est important de maîtriser les principes comptables surtout. Ici, c'est les principes comptables qui sont convoqués en fiscalité. L'œuvre d'art, c'est un bien qu'on peut immobiliser. Où ça? À l'actif du bilan. Mais est-ce qu'il se déprécie? L'œuvre d'art, il est censé prendre de la valeur dans le temps. Donc, si vous amortissez l'œuvre d'art, fiscalement, l'amortissement n'est pas déductible. Parce qu'il ne remplit pas ces trois conditions-là. Et c'était logique, hein, mais ça m'avait échappé. Moi, j'avais juste regardé le caractère d'un bien qui figure à l'actif du bilan et donc je l'ai amorti. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience. Donc, il faut veiller à ce que ces conditions-là, comptables, soient réunies pour que fiscalement, la charge soit déductible. Deuxièmement, la base amortissable. L'amortissement se calcule sur la valeur d'origine qui comprend le prix d'achat, augmenté des frais accessoires, notamment les frais de transport, l'assurance, droits de douane, frais d'installation et éventuellement TVA non récupérable.
Donc quand vous achetez un bien amortissable, la valeur que vous mettez dans votre bilan à l'actif, ce n'est pas forcément le prix d'achat, c'est le coût d'achat du bien. Donc, prix d'achat plus les frais accessoires liés à l'acquisition du bien. Donc, c'est le coût d'achat qu'on immobilise et c'est ce coût-là qu'on amortit. Okay? C'est clair? Ça, ce n'est pas fiscal, hein, c'est comptable. Donc, c'est le coût d'achat qu'on immobilise. Lorsque l'entreprise récupère la TVA qui lui est facturée, l'amortissement se calcule sur la valeur hors taxe. Parce que la TVA, on ne peut pas la récupérer deux fois. Soit on la récupère sur la TVA collectée, ou alors on la récupère en tant que charge. Il y a des véhicules pour lesquels la TVA n'est pas récupérable. On le verra quand on va aborder le point sur la TVA. Par exemple, les véhicules de transport de personnes. Quand vous achetez un véhicule de transport de personnes, le véhicule supporte une TVA à l'achat, cette TVA-là n'est pas récupérable. Ça, c'est l'administration qui le dit. Et comme la TVA n'est pas récupérable, quand vous allez immobiliser le bien à l'actif, vous n'allez pas l'immobiliser au prix d'achat hors taxe. La TVA-là, vous allez l'intégrer dans le prix d'achat et vous aurez votre coût d'achat parce que la TVA n'est pas récupérable. Quand, en tant que chef d'entreprise, vous achetez une BMW X6 là, ou une Range là, okay? C'est un véhicule de transport de personnes. Il y a toujours de la TVA sur ce bien-là. Il n'est pas exonéré, mais la TVA n'est pas récupérable. Mais quand c'est un véhicule de transport de marchandises, la TVA est récupérable. Donc c'est le prix d'achat que vous allez immobiliser et non le prix d'achat TTC. C'est le prix d'achat hors taxe et non le prix d'achat TTC. C'est clair? On le verra quand on va aborder la TVA. Troisième point, les taux d'amortissement. Donc, dit dépréciation, dit taux de dépréciation qui est calculé en fonction de quoi? De la durée probable du bien. Donc, il y a les taux usuraires, hein, taux d'usage, pardon, qu'on pratique souvent au Sénégal. Donc, l'immeuble bâti est amorti au taux de 3 à 5%. Pourquoi le taux est faible? Sur les immeubles, là, 3 à 5%. Parce que la durée, elle est longue. Okay? Le mobilier, 10%, le matériel entre 10 et 15%, le matériel roulant d'utilisation urbaine entre 20 et 25%, utilisation en brousse entre 33%. Pourquoi il y a une différence aussi importante entre le matériel utilisé en milieu urbain et en brousse? L'amortissement, c'est une constatation de quoi? D'une dépréciation liée à quoi? À l'usure, à l'obsolescence, etc. Donc, un véhicule qui est utilisé en brousse, donc on suppose que les routes en brousse sont beaucoup plus mauvaises, en mauvais état, que les routes en urbain, dans un milieu urbain. Donc, le véhicule s'use plus rapidement en brousse qu'en ville. Okay? Donc, le taux de dépréciation étant plus élevé, donc le taux d'amortissement l'est également. Alors, ces taux-là, vous ne les trouverez pas dans le Code général des impôts. Hein. Dans certains pays, vous avez dans la loi fiscale, on vous dit, voilà les taux d'amortissement des biens, on les cite. Mais ici, c'est les taux qu'on a l'habitude de pratiquer, qui ne figurent pas donc dans la loi fiscale. Donc, l'administration se range un peu sur ces taux-là. Et donc, quand elle va contrôler les amortissements, elle va voir est-ce que les taux que vous utilisez, c'est les taux qui correspondent à la pratique ou pas. Les provisions sont également des charges donc, qui sont destinées à faire face à une dépréciation d'un élément d'actif ou à une charge qui n'est pas encore effective à la clôture de l'exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Donc, là où il n'y a pas possibilité d'amortir, il y a quand même des biens qui se déprécient, mais qui ne remplissent pas les conditions d'être des biens à immobiliser et qui se mais qui se déprécient quand même, okay? Et pourtant qui figurent à l'actif. Mais cette dépréciation-là, il faut bien
la constater. Cette fois-ci, pas en amortissement, mais en provision. Je donne l'exemple des créances clients. Les créances clients, c'est des biens immobilisés ou pas? Les créances clients, on les immobilise ou pas? On ne les immobilise pas. Donc, ils ne remplissent pas les conditions, la première condition pour être amortis. Est-ce que c'est des biens qui se déprécient? Créances clients, ça peut se déprécier ou pas? Non, oui. Qui dit non, qui dit oui? Non, pourquoi? Oui, ça se déprécie. Un exemple de créance client qui se déprécie. Il arrive souvent que la créance, on finit par la nommer perte. Par la perdre? Oui. OK. Donc, cette perte probable-là, il faut bien la constater quelque part. Elle se constate par le biais de la provision et non de l'amortissement. Donc, c'est une perte de valeur que vous subissez. Un client qui vous doit 10 millions, quelque temps après, il fait faillite. Vous n'allez jamais rentrer dans vos 10 millions. C'est une perte pour vous. Donc, la créance c'est dépréciée. Maintenant, pour faire face à cette dépréciation-là, vous avez la possibilité de le faire par l'intermédiaire des provisions. Troisième condition, la créance figure à l'actif du bilan, tout comme un bien amortissable. Sauf qu'ici, on ne l'amortit pas, mais on le provisionne. Le stock également, c'est un bien immobilisé ou pas? Non, il n'est pas bien immobilisé. Donc, il ne peut pas être amorti. On n'amortit que les biens immobilisés. Le stock peut perdre de la valeur ou pas? Oui, il figure à l'actif ou pas? Voilà, donc la dépréciation que peut subir un stock est constatée par la provision. Par contre, ne sont pas déductibles les provisions constituées en vue de faire face au versement des congés payés ou d'allocations à raison de départ à la retraite des membres du personnel. Bon, en réalité, ça, ce ne sont pas de vraies provisions. On l'appelle provision, mais ce ne sont pas des provisions. C'est des charges à payer. Okay? Même si le comptable l'appelle provision, il va le passer en charge sous forme de provision, mais fiscalement, il faut réintégrer les provisions pour congé et les provisions pour départ à la retraite. Donc, on a vu comment on calcule l'indemnité de licenciement, okay, en fonction de l'ancienneté. C'est le même mode de calcul pour la retraite. Quand vous embauchez un employé, chaque année, vous devez constater l'indemnité de retraite sous forme de provision. Parce que c'est un droit qu'il acquiert tous les ans. Donc, pour respecter le principe de séparation des exercices, tous les ans, il faut constater la charge liée à l'indemnité de départ à la retraite. Quand vous employez quelqu'un, il dure dans l'entreprise pendant 20 ans. À la 20e année, il a atteint les 60 ans. Il doit partir à la retraite. Vous savez bien qu'il y a une indemnité que vous devez lui verser. Vous le saviez ou pas? Il y a une indemnité de départ à la retraite qui est une charge pour l'entreprise, puisque vous décaissez de l'argent, vous lui remettez. Cette indemnité est calculée comment? 25% les 5 premières années, 30% les 5 années suivantes, 40% au-delà de la 10e année. Donc, ce qui veut dire, comme c'est calculé sur l'ancienneté, or l'ancienneté s'acquiert tous les ans. Donc, ça veut dire que c'est une charge que vous êtes en train de lui payer à la 20e année, mais qui concerne les 20 ans. Donc, comme en comptabilité, il faut respecter le principe de séparation des exercices, on ne va pas faire supporter 20 ans de cotisation sur une seule année, sur un seul exercice. Donc, il faut le répartir tout au long de sa carrière. Donc, chaque année, vous calculez l'indemnité, vous provisionnez. Chaque année, vous provisionnez. Quand il va atteindre l'âge de la retraite, maintenant, vous faites la totalité des provisions depuis son entrée jusqu'à l'âge de 60 ans et vous lui reversez. Comme ça, vous ne faites pas supporter une charge ou 20 années de charge sur un seul exercice. Mais l'État, l'administration fiscale dit cette provision-là que vous constituez chaque année et que vous mettez en charge, elle n'est pas déductible pour moi, parce que ce n'est pas une vraie provision.
parce qu'il n'est pas destiné ici, elle n'est pas destinée à constater la dépréciation d'un élément d'actif. C'est juste une charge à payer dans 20 ans que je suis en train de provisionner chaque année. On l'appelle provision, mais ce n'est pas une vraie provision. C'est pareil également pour les congés. Les congés, c'est un droit qu'on acquiert tous les mois, 2 jours ouvrables par mois. Okay? Mais qu'on constate à la fin de l'année, on regarde les droits de congé acquis par un employé au courant de l'année. On le provisionne au 31 décembre, même s'il va partir l'année prochaine. On va lui verser l'indemnité. Donc là, on n'est pas en train de constater une dépréciation. C'est une charge à payer qu'on constate seulement sur un exercice, en sachant que cette charge-là, on va la payer l'année prochaine. Donc, on va l'appeler provision pour congé comptablement, mais fiscalement, ce n'est pas une vraie provision. Et comme ce n'est pas une provision qui remplisse les conditions d'une vraie provision, la charge n'est pas déductible. Il faut... Cette provision-là, il faut la réintégrer quand vous allez calculer votre résultat. Parce qu'en la mettant en charge, vous avez minoré le résultat fiscal. Et donc l'administration fiscale dit, comme c'est une charge qui ne remplit pas les conditions d'une vraie provision, elle n'est pas déductible en tant que provision pour moi. Donc il faut la réintégrer. Vous la rajoutez sur le résultat comptable pour déterminer le résultat fiscal. Et donc elle subira un impôt sur les sociétés, puisque l'impôt s'applique sur le résultat fiscal. Avant d'aller à la pause, ou bien s'il y a des questions, on les prend, avant de passer à l'exercice d'application. Peut-être que ça va vous aider un peu. Oui? Donc, quand on parle de prévision, quand on prend l'actif du bilan, donc on va prévisionner que les actifs circulants, ou bien La prévision porte sur les actifs circulants. à savoir les stocks et aussi Les créances clients, seulement. Mais donc les actifs immobilisés, on ne va pas les prévisionner, on les amortit. on les amortit. Donc, si vous prenez votre bilan, à l'actif, vous avez une colonne amortissement et provision. Les amortissements portent sur l'actif immobilisé qui se déprécie et les provisions portent sur les actifs circulants pour la plupart qui se déprécient également. Responsable, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pause, je pense, hein? On revient à 11 heures, voilà. En forme, prenez votre café et puis voilà. Illustrer un peu les dispositions fiscales que nous avons vues concernant les charges. Vous avez une société anonyme au capital de 25 millions, libérée au quart. Au 31 décembre, la société a réalisé un bénéfice comptable de 12 millions, avec un chiffre d'affaires de 50 millions. L'audit des comptes de charge a permis de constater les éléments suivants. Le comptable a enregistré les factures d'électricité du domicile du DG payées par la société et ces factures s'élèvent à 1 800 000. De même, il a porté dans les charges 950 000 francs de carburant provenant du véhicule de la femme du DG. La société a supporté des loyers professionnels
à hauteur de 8 millions l'année. Elle a également payé un loyer à usage d'habitation pour son directeur commercial qui occupe un appartement de 3 pièces à 4 millions et pour le responsable financier qui occupe un appartement de 2 pièces à 2 millions. Sur les charges et pertes, la société a octroyé des dons à hauteur de 250 000 francs à un marabout, tandis que 500 000 francs ont été accordés à la Croix-Rouge. N'ayant pas reçu la facture de téléphone du dernier bimestre, le comptable a reconduit le même montant que l'année dernière, soit 850 000 francs. La société a bénéficié également d'un prêt provenant des associés à hauteur de 9 millions, rémunéré au taux de 14%. Le taux de reste-compte de la BCEAO étant fixé à 8%. Le comptable a également amorti 2 véhicules achetés à 13 millions et 15 millions le 1er janvier 2019. Ces véhicules ont été amortis au taux de 25%, tout en sachant que leur durée de vie est estimée à 5 ans. On vous demande de tirer les conséquences fiscales de ces opérations-là. On vous donne 5 minutes, ensuite on passe à la correction. Je commence les opérations qui seront réintégrées. Okay. Parce que par exemple, pour le montant des factures d'électricité du domicile du DG, ça, ce ne seront pas des charges qui seront déductibles, parce que ce ne sont pas des charges liées à l'entreprise. Donc ce sera réintégré. 1 800 000. Tout le monde est d'accord? Voilà, c'est des charges personnelles hein, qui ne sont pas liées à l'activité normale de l'entreprise. Écrivez gros. C'est pas évident pour ceux qui sont derrière. Peut-être la caméra pouvait basculer sur les écrans. Je ne sais pas si c'est bon. Également le carburant de la femme, du DG. C'est des charges personnelles, donc 950. Vous arrivez à voir? Est-ce qu'il n'a pas oublié quelque chose? Le résultat, quoi. Vous étiez là vendredi? Vous étiez là vendredi, hein? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? L'exercice consiste à quoi? À calculer le résultat net. À déterminer le résultat fiscal net. Or, le résultat fiscal, il est obtenu comment? Quelle est la formule de détermination du résultat fiscal? C'est égal aux charges des moins donc, la formule c'est le résultat net moins les charges déductibles. Ensuite, plus réintégration. C'est quoi le résultat net pour vous? Le résultat net, c'est les produits moins les charges. Oui, comment on l'appelle autrement? C'est le résultat comptable. C'est le résultat comptable. On part toujours du résultat comptable qu'on va corriger fiscalement pour aboutir au résultat fiscal. Donc, le premier élément qu'il faut intégrer, c'est lequel? L'élément de départ sur votre tableau devait être quoi? Ça doit être le résultat comptable. Voilà, mais mettez-le en rouge puisque vous avez déjà...
Donc vous partez toujours du résultat comptable et vous procédez à vos corrections. Les réintégrations et déductions ne sont... Non, c'est en haut. C'est toujours en haut. Première ligne, c'est toujours résultat comptable, quelle que soit la nature du résultat comptable, qu'il soit déficitaire ou bénéficiaire, vous le positionnez sur la colonne réintégration. Donc le montant du résultat comptable est de 12 millions. Ce résultat-là, vous le retrouvez où? Où est-ce qu'il apparaît? Au compte de résultat et au bilan. Donc les états financiers que votre comptable va déposer aux impôts en fin d'année et sur lesquels vous devez statuer en assemblée générale, vous verrez sur le résultat 12 millions. Vous ne verrez pas le résultat fiscal. Hein? Le résultat fiscal est extra-comptable. OK? Donc les réintégrations et les déductions se font de façon extra-comptable. Il n'y a aucune écriture comptable à passer. Vous le faites de façon arithmétique, comme on est en train de faire. Et je vais vous montrer dans la pratique comment on procède. Mais le principe, c'est ça. Vous partez du résultat comptable qui figure au bilan et vous faites les retraitements des charges et des produits. Vous habituez au résultat fiscal et vous calculez votre impôt. Donc, on part d'un résultat comptable de 12 millions, on audite les charges et on regarde poste par poste au regard des dispositions fiscales. Donc, la première charge concernée, c'est l'électricité du domicile, qui n'est pas déductible au regard de quelle disposition fiscale par rapport aux conditions générales de déductibilité d'une charge. La charge doit être liée à l'activité normale de l'entreprise. Cette charge-là ne remplit pas cette condition, donc on la rejette, on la réintègre. C'est valable pour le carburant de la femme du DG. Autre charge supportée? Les charges locatives. Professionnelles de 8 millions. Donc, tableau, selon le nombre de pièces, selon le montant maximum qu'il ne faut pas dépasser. Relisez bien là. Il y a combien de loyers ici? Il y a les charges locatives des locaux professionnels. Voilà, ça c'est le loyer du siège, qui est de 8 millions. Est-ce que c'est une charge déductible ou pas? C'est la seule question qu'il faut se poser. Vous prenez la charge, vous regardez est-ce qu'elle est déductible ou pas. Elle n'est pas déductible pour vous. Pourquoi? C'est des immobilisations. Le loyer, la charge de loyer que vous payez mensuellement. Mensuellement. Et qui à l'année fait 8 millions. C'est des charges. C'est des charges. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'elle est déductible, cette charge-là? Elle n'est pas déductible. Pourquoi? Donc, elle n'est pas déductible. Si elle est liée normalement à l'activité de l'entreprise, elle n'est pas déductible. C'est le contraire là que vous dites. C'est une charge déductible. Les locaux professionnels, oui. Le loyer de votre local là, au bureau, c'est une charge déductible. Si elle est déductible, on ne fait rien. On ne la retraite pas. Les charges au titre de logement de fonction, 3 pièces, 4 millions. Attendez là. Ce qu'il a fait là, c'est comme ça ou pas? La colonne déduction là, c'est réservé à quoi? Colonne déduction. Oui, C'est réservé aux charges. C'est réservé aux produits non imposables. Donc on va déduire. Ici c'est une charge, on n'a pas à la mettre dans la colonne. La charge, soit elle est déductible, soit elle ne l'est pas. Si elle n'est pas déductible, on la réintègre. Si elle est déductible, on la laisse dans les charges. Donc les 8 millions sont déjà dans les charges de l'entreprise. Si vous estimez que fiscalement, ils sont déductibles, vous ne faites aucun retraitement. Ouais. Donc Ouais, vous ne le mettez pas sur le tableau. Effectivement.
La déduction, c'est pour les produits. On réintègre les charges non déductibles et on déduit les produits non imposables. Ici, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un produit. Donc, on n'a pas à le mettre dans la colonne déduction. Est-ce que tout le monde a compris? Vendredi, on avait passé en revue les produits. Okay? Vous avez vu que tous les produits exonérés étaient portés sur la colonne déduction. Okay? Ici, on est sur les charges. Ce qui nous intéresse, c'est la colonne réintégration. Donc, si une charge n'est pas déductible, il faut la réintégrer et donc la mettre dans la colonne réintégration. Si elle est déductible, vous la laissez dans la charge. Dans les charges, pardon. Tout ça là a déjà été comptabilisé. Et c'est ça qui a concouru à la formation du résultat de 12 millions. Donc les 8 millions là étaient dans les charges qui nous ont permis d'obtenir un résultat de 12 millions. Si c'est déductible, donc on a bien fait de les mettre dans les charges. On le laisse. Si ce n'est pas déductible, on corrige le résultat comptable. Ça veut dire que le résultat comptable là, il est faux fiscalement. Donc toutes les charges qui étaient dedans, qui ne sont pas déductibles, il faut les sortir. En les rajoutant. Puisque c'était un signe moins, pour les rajouter, il faut les mettre dans le sens contraire, en signe plus. Donc les 8 millions là sont déductibles, on n'a pas à corriger le résultat comptable. On le laisse. Il n'y a pas lieu de mettre donc la colonne déduction. Si, vous avez toujours cette colonne déduction là. Dans le tableau de détermination d'un résultat, vous avez les réintégrations et les déductions. Donc vous ne déterminez pas un résultat fiscal uniquement en fonction de la réintégration ou de la déduction. Maintenant, c'est à vous de voir si ce poste-là est concerné pour les réintégrations ou les déductions. Okay. Si vous le mettez dans les déductions, qu'est-ce que ça va créer? Une deuxième déduction. On l'avait déjà déduit. Vous déduisez encore. Ouais, je vois. Oui. Autre charge déduit, c'est le logement de fonction. 3 pièces à 4 millions pour le directeur commercial. 2 pièces à 2 millions pour les responsables administratifs et financiers. Pour 3 pièces, on avait dit que c'est combien? 300 000. Donc, ce qui sera réintégré, c'est 4 millions moins 300 000. Alors, il faut y aller par étapes. Le plafond est déductible est de combien? 400 000. Donc, c'est 100 000 francs par pièce. Si c'est 3 pièces, c'est 300 000 par mois. Ici, ce sont des charges annuelles. Donc, déterminer le montant annuel. Le montant annuel, c'est 300 000, donc multiplié par 12. Voilà, 300 000 fois 12, c'est combien? 300 000 fois 12, Il faut 3 le mettre. 600. Vous mettez charge déduite ou charge supportée. Vous pouvez changer de marqueur hein, si celui-là ne marche pas. Les marqueurs qui sont sur la table ne sont pas bons. Je les ai isolés. Non, prenez ce qui est sur le... Donc vous déterminez toujours la charge supportée, ensuite la charge déductible. Et vous faites la différence. Si ce qui est supporté est supérieur à ce qui est déductible, le surplus est à réintégrer. Non, ne mettez pas sur la colonne. Faites les calculs à part. La colonne comporte le montant non déductible. Écrivez-le. Voilà, mettez ici. 300 000 fois 12. 3 600. C'est ça qui a été supporté. Maintenant, ici, vous mettez charge déductible, c'est-à-dire le plafond déductible. Non, ce qui a été supporté, ce n'est pas 3 600 000. C'est 4 millions. C'est 4 millions qui a été supporté. En haut, voilà. Voilà. Maintenant, vous comparez les deux. Ce qui a été supporté est supérieur à ce qui est
déductible. La différence, tirée ici en trait. Voilà, 4 millions moins 3 600 000, ça fait 400 000. Voilà. Maintenant, le surplus, c'est 400 000 à réintégrer. Voilà, c'est là où vous mettez 400 000. Vous avez compris? Alors. Ensuite, 2 pièces à 2 millions. Pour le RAF. Pour le responsable administratif financier. Donc, Même principe. Donc, charge supportée. C'est 2 millions. Voilà, pour que ceux qui sont de l'autre côté puissent voir. Charge déductible. Donc 2 pièces, c'est 200 000 par mois, fois 12, c'est 2 400 000. Attention. C'est moins, hein? Oui. Ouais. 1 600 000. Pourquoi 2 millions moins 2 400 000, ça fait combien? Pas 1 600 000. Ça fait 400 000. C'est 400 000, c'est moins. 2 400 000, 2 millions. C'est 400 000. 2 millions. C'est moins 400 000. Donc c'est là-bas qu'on va le mettre. Vous avez des problèmes avec la colonne de déduction. Hein? Oubliez la colonne de déduction là. On est dans les charges. Dans les charges, oui. Oui, Donc la charge supportée, c'est 2 millions. oui. Et la charge déductible, ça doit être 2 400 000. Donc Oui. il y a 400 000 qu'il doit mettre dans les charges. De plus ou de moins? 400 000 de moins qu'il n'a pas mis dans les... Combien il a mis dans la comptabilité? Il a mis dans la comptabilité 2 millions. Sur la base de facture réellement supportée, c'est 2 millions. C'est 2 millions. Mais la loi lui permet d'aller jusqu'à 2 400 000. Oui. Oui. Voilà, donc... Il a dépassé le plafond ou pas? non, il n'a pas dépassé le plafond. Donc il n'y a pas de surplus. Absolument, il y a pas On de ne réintègre que les surplus Que les surplus. par rapport au plafond. Ici, il est dans les limites. Il a le droit de déduire jusqu'à 2 400 000. Il est en deçà de 2 400 000. Donc il a bien fait de déduire 2 millions. On ne fait rien, on ne corrige pas. On ne corrige que les erreurs, entre guillemets, ce que le fiscaliste considère comme une erreur du comptable. Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, il n'y a rien à faire. On n'a pas à réintégrer, puisque ce n'est pas un surplus. Sur les charges et pertes, un don de 250 000 francs a été alloué au marabout X. Donc ça c'est à réintégrer. Pourquoi? C'est mon marabout, hein? Pourquoi vous voulez réintégrer? Vous êtes contre mon marabout ou quoi? Ça ne fait pas partie des charges normales de l'entreprise, des activités normales de l'entreprise. Ah bon? Ah, il a prié pour moi, mon activité a... Hein? Avec sa prière, mon activité a... Hein? Est-ce que c'est le seul motif de rejet là? Ça fait pas partie dans la liste. D'abord, ce n'est pas un bénéficiaire qui est désigné par le ministère de l'économie et des finances. Donc, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dons. Okay? On réintègre les dons que j'ai accordés. Voilà. Et si c'était l'association du quartier? L'association du quartier, même chose, c'est pas déductible. Voilà. Donc, la première condition, c'est qu'il faut être un bénéficiaire qui figure sur l'arrêté ministériel. Okay. Donc, si la première condition n'est pas remplie, il n'y a pas à regarder la deuxième. Il y a une deuxième condition qui est par rapport au chiffre d'affaires, 0,5% du chiffre d'affaires. Donc, la première condition n'étant pas remplie, on n'a pas à chercher la deuxième. Ensuite, j'ai fait un autre, l'entreprise a accordé un autre don à la Croix-Rouge. 100 000 francs à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge. La Croix-Rouge fait partie de la liste de l'arrêté ministériel. Voilà. Donc, la première condition, elle est remplie. Donc, on regarde est-ce que ça dépasse les 0,5%. Voilà. Donc, mettez toujours charge supportée. Charge supportée.
500 000. Et charges déductibles. Le chiffre d'affaires, 50 millions. Divisé par 0,5%. 0,5%, ça fait combien? 250 000. Charge déduite, c'est 250 000. Et lui, il a supporté 500 000. Donc, il y a un surplus. Un surplus de 250 000. C'est ça. Mettez la différence, tirez, à réintégrer, 250 000. On peut mettre ici surplus, comme ça, ceux qui suivent puissent comprendre. Voilà, et on réintègre les 250 000. Seuls les 250 000 sont déductibles. Donc, on laisse 250 000 dans la comptabilité, on exclut 250 000 qui dépassent le plafond. N'ayant pas reçu la facture de téléphone du dernier trimestre, le comptable a reconduit le montant de l'année dernière, soit 850 000. C'est la comptabilité de l'année en cours. On ne doit pas mettre ce qui concerne l'année passée. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le comptable? On est en fin d'année, il voit qu'il n'a pas reçu la facture du dernier trimestre. Il va clôturer. Il se dit que comme je n'ai pas reçu la facture, je vais me baser sur la facture du trimestre de l'autre année. Et je passe l'écriture de 850 000. Il n'y a pas de traçabilité. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Non, parce que... Il n'y a pas de traçabilité. Oui, mais il y a un autre terme qu'on utilise. Est-ce que c'est une provision, ça? Il n'y a pas de facture ou des... Très bien. La comptabilité doit s'appuyer sur des pièces justificatives. Cette charge-là n'est pas appuyée de pièces justificatives. Ça fait partie des conditions générales de déductibilité qu'on a vu au début. Donc, il a eu tort de le faire. Fiscalement, la charge n'est pas déductible. Donc, il faudra la réintégrer. Facture téléphonique. Un peu, voilà, facture téléphone. C'est électricité, téléphone, oui. Entre parenthèses, absence de pièces justificatives. Donc, c'est le motif du rejet. Donc, vous voyez que c'est technique. Certains vont se dire, oui, un chef d'entreprise ne va peut-être pas faire ça. Mais l'idée, ce n'est pas de le faire ou de ne pas le faire. L'idée, c'est de comprendre les conséquences que cela peut comporter. Donc, vous devez veiller dans votre entreprise en tant que chef que toutes les charges soient retracées par des pièces justificatives. Sinon, quelle est la conséquence? On la voit. La conséquence, c'est de payer un impôt là-dessus, puisque la charge ne sera pas déductible. Oui. Bonjour. Je n'ai pas trop compris le cas des charges et pertes. Pour le cas des 250 000 qui ont été remis au marabout. OK. Donc, pour les dons et les subventions que l'entreprise peut être amenée à verser à des tiers qui ne sont pas dans l'entreprise, l'administration fiscale dit, en principe, ce n'est pas déductible parce que le rôle de l'entreprise, ce n'est pas de faire des dons ou des subventions. Mais néanmoins, je fais une dérogation pour certaines personnes. Okay? L'État dit, ou la fiscalité dit, si vous versez des dons à un certain nombre de bénéficiaires qui œuvrent pour l'utilité publique, ces gens-là, je peux admettre que le don soit déductible. Ça, c'est la première condition. La deuxième, il ne faut pas quand même que ça soit un montant qui atteigne un certain seuil. Donc, le montant que vous pouvez accorder ne doit pas dépasser 0,5% de votre chiffre d'affaires. Sinon, vous verrez des gens qui vont peut-être octroyer des dons à d'autres personnes à hauteur de 40-50% de leur chiffre d'affaires. Ça peut être même des dons masqués, juste pour pouvoir bénéficier des ressources de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est encadré. Vous pouvez le faire, mais pas à n'importe qui. À qui vous pouvez le faire? Aux personnes qui figurent sur la liste de l'arrêté. Deuxièmement, le montant ne doit pas supporter 0,5%. Donc, on a vu sur la liste tout à l'heure qu'on n'a pas cité de marabout, on a cité Caritas, Croix-Rouge, Association des aveugles, etc. Donc, la première condition pour bénéficier de ces dons-là,
il faut faire partie de cette liste-là. Le marabout n'en fait pas partie. Donc il ne remplit pas les conditions, donc la charge n'est pas déductible. Par contre, Croix-Rouge en fait partie. Donc la première condition est remplie. Mais est-ce que le montant est limité à 0,5% du chiffre d'affaires? C'est ça qu'on a vérifié. Il ne peut pas donner plus de 250 000 francs l'année à Caritas ou Croix-Rouge. Or, il a donné 500 000. Donc il y a 250 000 francs de plus, okay, qu'il faudra réintégrer, qui ne seront pas considérés comme des charges déductibles. Okay. Une question? Voilà comment traiter les dons et subventions. Sur les intérêts, un associé a apporté un acompte de 9 millions. Le taux de rémunération est de 14%. Le taux de l'escompte de la BCAO est de 8%. D'abord, pour le compte courant, 9 millions, c'est moins de la capital, du capital. Mais le taux de rémunération, 14%, dépasse de... Donc, toujours vous calculez la charge. Combien l'entreprise a supporté. Donc, vous mettez charge supportée égale. Charge supportée d'abord. Étape par étape. Sinon, les autres ne vont pas comprendre. Dans tous les cas, que ça soit déductible ou pas, la charge, elle a été supportée. Mais il faut qu'on sache combien. Comme ça, si on doit faire un retraitement, qu'on sache sur quoi on doit retraiter. 9 millions, 14%. Voilà, 9 millions. Voilà ce que l'entreprise a supporté. Elle a reçu 9 millions, elle a remboursé 9 millions plus 14% d'intérêt. Donc, ce qu'on va passer en charge, c'est 14%. Les 9 millions, on les met où? Dans quel compte? 1 million. Les 9 millions, on les met où? Les 9 millions. Dans le compte courant associé qui est au bilan ou à quel niveau? À l'actif, au passif? À l'actif. Au passif, c'est une ressource, c'est un emprunt. Les ressources sont au passif. On a emprunté de l'argent. Donc c'est au passif. Voilà. Maintenant, on vérifie, est-ce que cette charge-là, est-ce qu'elle est déductible? Est-ce qu'elle a rempli les conditions de déductibilité? Donc, non, avant ça, citez-nous les conditions. Première condition, pour qu'une charge de cette nature-là soit déductible. Première condition. Il faut que d'abord le montant là soit inférieur au capital. Le montant doit être au capital. Le capital est de 25 millions. Le montant est de 9 millions. Donc cette condition est remplie. D'accord. Deuxième condition. Le taux ne doit pas dépasser le taux de la BCA plus 3%. D'accord. Le taux est de 14%. Celui qui est admis est de 8 plus 3, ça fait 11. Donc il y a un dépassement de 3%. 2%. 2% ou 3? Non, 3%. 3%. Troisième critère. Le capital, oui. Il y a trois conditions. Le capital, le taux et le montant. Par rapport au capital, quelle est la limite qui est fixée? La condition à remplir. Le capital doit être entièrement libéré. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Voilà, seul un quart a été libéré. Donc cette première condition-là n'étant pas remplie, on ne regarde même pas les autres conditions. Toute la charge, elle est rejetée. Donc les 1 260 000 ne sont pas déductibles, seront réintégrés et vous mettez en bas le motif capital non libéré. Qui n'a pas compris?
C'est bon? Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, C'est bonjour. Ami de Québec. Bon, là-bas, quand on a calculé la charge supportée par l'entreprise, on a vu que c'est 1 260 000. À mon avis, moi, je pensais qu'on devrait aussi calculer la charge que l'entreprise devrait normalement supporter et après on fait la différence. Pourquoi on a tout rejeté? Parce que l'entreprise n'a pas respecté la première condition, qui est la condition principale, à savoir par rapport à la libération du capital. Si le capital n'est pas entièrement libéré, on ne peut pas concevoir qu'on prête de l'argent aux associés jusqu'à se faire rembourser avec des intérêts. Ok, c'est clair, merci. C'est comme les dons là. La principale condition, c'est le bénéficiaire. Même si le montant est modique, il respecte le plafond. Du moment que le bénéficiaire ne figure pas sur la liste, donc la totalité du don est rejetée. C'est le cas ici. Maintenant, si le capital était entièrement libéré, là, on va passer aux autres conditions. Ensuite, Le R19 et 406, respectivement achetés à 13 millions et 15 millions, au 1er janvier 2019, sont amortis au taux linéaire de 25%. Leur durée de vie est estimée à 5 ans. Donc, c'est les immobilisations et ils doivent être amortis. voilà. Donc ici, il s'agit d'amortissement. Donc, qui dit amortissement renvoie aux conditions de déductibilité. La première condition, c'est qu'il faut que ça soit un bien immobilisé. Les voitures sont des biens d'investissement à immobiliser. Ou ça, à l'actif du bilan. Troisième condition, c'est des biens qui se déprécient avec le temps du fait de l'usage. Donc, les trois conditions sont réunies pour que l'amortissement soit déductible. Y a-t-il une autre condition? Est-ce qu'on peut amortir n'importe comment? On amortit quoi? On constate quoi en charge? Là, la dépréciation subie par le bien. Et comment est déterminée la dépréciation? Oui? Le micro. Hein? L'ancienneté. Non, c'est pas, je sais ce que vous voulez dire, mais le terme approprié, ce n'est pas l'ancienneté, c'est la durée. Voilà. C'est la durée de vie du bien. Donc, le taux d'amortissement est déterminé en fonction de la durée de vie du bien. Ici, la durée de vie est de 5 ans. Donc, le taux est de combien? 20%. Vous êtes d'accord? Oui, sur le taux, oui. Oui, le taux est obtenu comment? En fonction de la durée. Quand on connaît la durée, on peut connaître le taux en faisant quoi? 100 divisé par 5. Donc, mettez 100, durée normale. Voilà. Donc, si vous avez la durée, vous voulez connaître le taux, vous faites 100 divisé par durée fois 100%, ça fait 20%. Or, lui, il a pratiqué sur un taux de 25%. Donc, il n'a pas respecté le taux usuel. Ça veut dire que, ça signifie quoi? Très bien. Il a surestimé les amortissements. Donc, il a gonflé les charges d'amortissement. De combien? De 5% de plus. Donc, dans les charges, on a 5% de plus que les charges normales. Donc, c'est des charges qui ne respectent pas les conditions de déductibilité liées aux amortissements. Donc, c'est des charges à réintégrer. Voilà. Vous avez deux possibilités. Calculer la charge supportée, moins la charge normale, et vous réintégrez le surplus. Il y a un micro à éteindre là.
peut éteindre votre micro. Ou alors vous prenez un raccourci par rapport au taux, voilà. Vous avez votre montant. Attendez, avant d'inscrire le montant, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, c'est charge de surplus, quoi. C'est la charge de surplus à réintégrer. Charge, oui, même vous pouvez aussi mettre charge normale à supporter ou à déduire, si vous voulez. Charge normale. À déduire. Oui. Charge normale à supporter. Donc, ce sera le montant des véhicules multiplié Par le taux normal. Par le taux normal. Qui vous donne combien? Ne mettez pas dans la colonne. Non? C'est 13 millions. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut faire? Il veut calculer la charge comptabilisée. Ensuite, la charge normale déductible fiscalement et faire la différence. Okay? Bon, là, il a commencé par la charge normale déductible. C'est la charge sur laquelle on a appliqué un taux normal. Le taux normal, c'est 20%. Donc 20% de 28 millions, ça fait combien? Pas 3 millions 600. Mettez-le là. 1 million 600. Voilà ce qu'il fallait déduire. Maintenant, combien il a déduit, lui, le comptable? Il a déduit ça multiplié par 25. Voilà. Donc, charge supportée. Voilà. Fois 25%. Combien? Voilà. Donc, il y a un surplus et c'est ce surplus-là qu'il faut réintégrer. Ça plus 7 millions moins 5 millions 600. C'est 1 million 400. Qui a une autre méthode? Oui? Oui. Voilà. 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 L'autre méthode, c'est de faire la somme des deux, puisque c'est la même durée et la même date d'acquisition. Donc, vous faites la somme des deux, vous multipliez par la différence, le surplus sur le taux, 5%, c'est-à-dire 25 moins 20. Mais ça, ce n'est possible que parce que c'est la même durée, hein, la même date d'acquisition. Si on avait acheté la R19 en février 2019, on n'aurait pas pu faire la même chose parce que la durée d'amortissement serait différente. Donc, il y a 1 400 000 de charges non déductibles à réintégrer. Voilà, on en a terminé avec les réintégrations. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? La somme totale à réintégrer. C'est ça.
Donc, résultat fiscal égale résultat comptable plus réintégration. Moins déduction. Déduction ici, c'est 0. Donc, le résultat se confond avec le résultat comptable plus les réintégrations. Résultat comptable plus réintégration. Oui, oui. Résultat fiscal, voilà. Voilà. C'est bon, vous avez compris? On ne fait qu'appliquer la formule. Hein? C'est bien. Monsieur, Oui. il paraît qu'ici, il a écrit 2 fois les 250 000. Ce n'est pas les mêmes 250 000. Hein? Ça, c'est pour le marabout, là. Oui. Et là, c'est pour la Croix-Rouge. Ah, d'accord. C'est juste une coïncidence, hein, mais ce n'est pas le même montant qu'il a réintégré 2 fois. Donc ça, c'est pour le marabout. Et ça... Est-ce qu'il y a un problème sur le résultat? Hein? Moi, j'ai 16 410. Hein? Ah, j'ai oublié les 950 000. Ok. « 19 160 000. C'est bien ça. Hein? C'est 19 160 000. Hein? Vous avez peut-être oublié les 1 800 000 et 9, je ne sais pas. Donc le résultat comptable, c'est ça, plus les réintégrations. Ça fait 19 160 000. C'est ça le résultat fiscal. Donc vous voyez bien qu'on part d'un résultat comptable pour aboutir à un résultat fiscal bien différent, bien supérieur. Hein? Okay? C'est lié aux dispositions fiscales qui interdisent la déductibilité de certaines charges. Donc, le bilan que vous allez recevoir en tant que chef d'entreprise, si vous voulez connaître le montant de l'impôt, pas faire résultat comptable fois 30%, hein, vous n'obtiendrez probablement pas le résultat de l'impôt correspondant. L'impôt s'obtient en faisant l'exercice que nous avons fait. Maintenant, s'il n'y a pas de réintégration, il n'y a pas de déduction, en ce moment, le résultat comptable se confond au résultat fiscal. Mais c'est très rare hein, que ça arrive. Système d'information qu'ils appellent SICTAS. Okay? C'est leur informatique. Hein? Donc, vous aurez un compte pour les déclarations d'impôts sur les sociétés, un compte pour la TVA, un compte pour les retenues à la source sur les salaires, les BRS, la CEL,
ainsi de suite. Donc, si vous êtes société assujettie à l'impôt sur les sociétés, le bilan que vous devez déposer en fin d'année doit être accompagné d'une déclaration fiscale de vos revenus, qu'on appelle déclaration impôt sur les sociétés. Si c'est une entreprise individuelle, ce sera une déclaration impôt sur le revenu. Donc, sur cette déclaration-là, vous avez votre NINEA, votre numéro de compte, le centre fiscal auquel vous dépendez, l'année fiscale qui est imposée, ok, et ensuite, vous avez maintenant les différentes rubriques de la déclaration fiscale. Ce n'est rien d'autre que les éléments que nous avons vus tout à l'heure, mais disposés autrement. Au lieu de faire un tableau, on a juste un imprimé avec une seule colonne et des lignes, et chaque ligne correspond à une rubrique donnée. Donc ici, on vous demande de mettre votre chiffre d'affaires annuel, c'est la première ligne. Ici, on vous demande de mettre les résultats de l'exercice. Je vais voir si je peux trouver le modèle plus. Voilà, donc vous avez le chiffre d'affaires. Pourquoi on vous demande le chiffre d'affaires? Par exemple, par rapport aux dons, on sait que les dons sont limités à 0,5% du chiffre d'affaires. Ça permet à l'administration de vérifier si cette condition-là a été respectée, entre autres. Le bénéfice comptable de l'exercice, vous le mettez ici. Vous voyez, on a commencé par le bénéfice comptable. On commence toujours par le bénéfice comptable. Ensuite, maintenant, on opère les réintégrations et les déductions. Donc, vous avez ici, par exemple, l'impôt sur les sociétés qui n'est pas un impôt déductible, c'est à réintégrer. Les provisions qui ne remplissent pas les conditions de déductibilité, vous les réintégrez. S'il y a des pénalités que vous avez mises dans les charges, vous devez les réintégrer ici. Fraction non déductible des loyers, ça renvoie à quoi? Fraction non déductible des loyers. On l'a vu, hein? C'est le nombre de pièces, notamment le loyer pour le logement du personnel. Intérêt excédent des comptes courants associés, on l'a vu. C'est ici qu'il faut le porter. Les dons, subventions non déductibles, c'est ici qu'il faut les porter, etc., etc. Donc, dans ce tableau-là, vous avez l'ensemble des charges qui ne respectent pas les conditions de déductibilité qu'il faudra porter ici. Ensuite, vous avez les produits également qui ne sont pas imposables. Et à la fin, vous faites la différence ou la somme, comme on a eu à le faire tout à l'heure, et vous avez à la fin le montant, le résultat fiscal qui est imposable. Donc voilà comment se présente une déclaration fiscale, notamment de détermination du résultat fiscal. C'est le même principe pour les entreprises individuelles. Hein? Rien ne change. Les méthodes de détermination du revenu net sont les mêmes, que ce soit une société ou une entreprise individuelle. Donc quand vous êtes entreprise individuelle, personne physique, au réel, vous tenez donc une comptabilité. En fin d'année, une fois que vous aurez déterminé votre résultat comptable, il faut faire exactement comme on a fait tout à l'heure pour déterminer le résultat fiscal. Regardez parmi vos charges, est-ce qu'il y a des charges qui ne sont pas déductibles? Si c'est le cas, vous les réintégrez. Regardez dans les produits, s'il y a des produits qui sont exonérés. S'il y en a, vous les déduisez et à la fin, vous avez votre résultat fiscal imposable à l'impôt sur les revenus, si vous êtes personne physique au réel. C'est clair? Donc voilà un formulaire que vous aurez à manipuler tout au long de votre vie de chef d'entreprise. Hein? Parce que vous serez dans tous les cas imposé, que ce soit à l'IS ou à l'IR. Donc, sauf si vous êtes à la contribution globale unique, en ce moment, vous n'aurez pas à faire cette déclaration-là. Puisqu'on le verra, ça ne concerne que ceux qui sont au réel. Oui. Ici, les 1 260 000. OK.
Donc, la société a emprunté de l'argent aux associés pour un montant de 9 millions au taux de 14%. Donc, au moment de payer les intérêts, le comptable a débité le compte de charge pour 1 260 000. OK? Maintenant, comme c'est une charge qui est surveillée par l'administration et qui fait l'objet de conditions de déductibilité, donc on va passer en revue les conditions qui permettent à l'entreprise de déduire fiscalement la charge. La première condition pour les sociétés, c'est que le capital doit être entièrement libéré pour que la charge soit déductible. Ici, c'est une société anonyme qui a libéré son capital de 25 millions à hauteur de 1/4. Donc cette condition n'étant pas respectée, fiscalement, la charge n'est pas déductible. Voilà. Donc si la société avait entièrement libéré, on passe aux autres conditions. La deuxième condition, c'est par rapport au taux, qui est de... J'ai oublié le montant. Hein. Le taux, c'était de combien? Non, le taux de la BCEAO, c'était 11%. 9 plus 3, c'était 11%. Donc il y a un dépassement de 3%. On sait qu'il y a au moins 3% de charges qu'on va réintégrer. On regarde le montant. Il est de 9 millions, alors que le montant admis plafonné au capital de 25 millions. Donc sur le montant, il n'y a pas de souci. Donc le montant qui sera en ce moment à réintégrer, ce sera 9 millions fois 4% de plus, ou 3% de plus, qu'on va réintégrer. Ici, c'est la totalité. Même si les deux autres conditions sont réunies, il y a une condition essentielle qui n'est pas réunie, c'est la libération du capital. Alors, oui. Égale 11%. C'était 8 ou 9. Ah, c'était 8% le taux de la BCEAO. D'accord. OK, donc dans ce cas, il y a une différence de 3%. Alors, on a simplifié en disant que le résultat fiscal, là, c'est celui qui sert de calcul à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas tout à fait le cas dans la pratique. On y va par étapes. Maintenant, le vrai résultat qui est imposable, c'est celui-là. Jusque-là, il n'y a pas de souci, on a vu. Hein? Résultat comptable, plus réintégration, moins déduction, on a un solde. Okay? Maintenant, ce solde-là, il peut être positif, tout comme il peut être négatif. S'il est inférieur à 0, on est dans le cas du déficit fiscal. Alors, l'administration vous dit les amortissements qui ont concouru à créer ce déficit-là. Ces amortissements-là, il faut les réintégrer pour déterminer votre vrai solde déficitaire, qui est le solde qu'on appelle déficit ordinaire. Alors, pourquoi l'administration le fait? Parce qu'il y a deux conditions qui sont édictées par le droit fiscal. C'est que les déficits que vous réalisez, vous pouvez les imputer sur les bénéfices des années à venir. Cette année, j'ai fait une perte. Je ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Okay? Ce déficit-là, vous le gardez. L'année prochaine, si vous faites un bénéfice fiscal, on vous permet de déduire de ce bénéfice fiscal-là la perte que vous aviez réalisée l'année dernière. C'est logique, hein? Vous avez perdu cette année, l'année prochaine vous avez gagné, l'administration vous dit, je vous donne la possibilité de déduire la perte que vous aviez réalisée l'année dernière. Donc vous payerez moins d'impôts cette année, bien que vous êtes bénéficiaire. Okay? Par contre, l'administration dit, ça, je ne le fais pas indéfiniment. Je vous permets de le faire que dans la limite de 3 ans. Vous faites une perte cette année, l'année prochaine, vous faites un bénéfice. La perte, vous pouvez l'imputer sur le bénéfice. Si le bénéfice est inférieur à la perte, il y a un reliquat qui reste. Ce reliquat, vous le gardez encore pour l'année prochaine. Si vous faites un bénéfice, vous l'imputez également. Donc, mais ça, vous avez la possibilité de le faire sur une durée maximale de 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous perdez le déficit. Vous ne pouvez plus l'imputer sur vos bénéfices à venir. Mais dans le déficit global, il y a des charges qui ont concouru à la réalisation du déficit qui ne sont pas des charges supportées, décaissées par l'entreprise. Parce que l'amortissement, vous n'avez pas sorti de l'argent pour
pour payer l'amortissement. Ce n'est qu'une écriture comptable. Okay? L'administration va dire donc, bien que la partie des amortissements qui ont concouru à la perte, okay, sont des déficits, mais moi je vous donne la possibilité de déduire ces déficits-là de façon illimitée dans le temps. On ne limite pas la déductibilité. Donc ce qui fait que on va séparer les deux. Dans les déficits, on a des déficits qu'on peut déduire que 3 ans et des déficits qu'on peut déduire sur une durée illimitée. Okay? C'est clair.